Bonjour mesdames, bonjour messieurs, bienvenue à ce nouveau webinaire et aujourd'hui nous allons parler beauté des cheveux, beauté des ongles, beauté de la peau. Pour cette présentation, un plan tout simple, nous parlerons d'abord cheveux et ongles, ensuite il sera question de la peau, beauté de la peau et nous terminerons avec des cas comptoirs. Cheveux et ongles, souvent ils sont associés. Ils sont appelés d'une façon générale phanères, du grec visible, apparent, et donc le lien, le point commun entre les cheveux et les ongles, c'est la quantité importante dans ces cheveux et ces ongles, une substance qui est la kératine. Donc la kératine, c'est une famille de protéines fibreuses. Les protéines fibreuses, ce sont des protéines qui sont de longues molécules en forme de filaments et qui assurent un rôle de structure. Et ces protéines fibreuses de la kératine sont particulièrement riches en acides aminés soufrés. Alors, une propriété de la kératine, c'est d'être insoluble dans l'eau. Heureusement, pour les shampoings, c'est quand même plus pratique. Et puis, donc, cette insolubilité dans l'eau, c'est ce qui va assurer une imperméabilité, protection des cheveux. Alors, les cheveux en contiennent jusqu'à 95%. Qui, au cours de sa vie, n'a pas à un moment remarqué un peu moins d'éclat dans les cheveux, un peu moins de volume, des ongles devenus un peu plus mous, un peu plus cassants, ongles, cheveux fatigués, bien oui, et en fait, ça va peut-être être un besoin pas satisfait, donc des carences, et nous allons voir quelques nutriments qui sont importants pour la bonne tenue de nos cheveux et de nos ongles. Nous allons parler de protéines très riches en acides aminés soufrés. Donc, voici deux exemples d'acides aminés soufrés. La L-cystine. La L-cystine est formée par deux L-cystéine. Et puis, un autre acide aminé, la méthionine. Donc, vous remarquez, vous retrouvez la formule moléculaire des acides aminés avec les groupements COH et NH2. Et donc, vous pouvez aussi remarquer la présence d'atomes de soufre dans ces deux acides aminés. Donc, ces deux acides aminés participent à la production de la kératine. Dans notre organisme, on a aussi besoin de vitamines, les vitamines qui ont des rôles souvent divers et qui participent à des tas de réactions chimiques. Et donc, pour le sujet qui nous intéresse aussi, je vais vous citer quelques vitamines particulièrement importantes. Donc, la vitamine B5 ou acide pantothénique qui participe à la production de la kératine. La vitamine B8 ou biotine, qui a un rôle dans la synthèse des acides aminés formant cette kératine. Et vous connaissez bien sûr le bépantène et la biotine, qui sont depuis longtemps des médicaments utilisés à cet effet. Une autre vitamine, la vitamine B9 ou acide folique, qui va stimuler le follicule pileux. Et puis, une autre vitamine, ça ne s'attendra peut-être pas à trouver pour ce sujet, c'est la vitamine D3, qui favorise aussi la pousse du cheveu. Lorsqu'on parle de vitamines, souvent on parle aussi minéraux, parce que aussi ils ont ces rôles très importants pour assurer le bon fonctionnement de notre organisme. Et je vais vous évoquer deux minéraux, donc le zinc qui participe à plusieurs centaines de réactions chimiques, enzymatiques. Donc le zinc participe au maintien de la qualité du cheveu. Et puis un autre, un minéral de structure, le silicium, qui est donc ce minéral de soutien. Quelquefois, et souvent d'ailleurs, quand on est plusieurs, on est plus fort. Mais il y a aussi des associations particulièrement efficaces. Donc, si vous avez l'association d'un acide aminé qui est la L-cystine avec la vitamine B6 ou pyridoxine qui en font une association très efficace. Donc, tous les deux travaillent ensemble et vont ainsi participer à la bonne santé de nos cheveux et de nos ongles. Et en fait, comment cette synergie se passe? Eh bien, la vitamine B6 va contribuer
à la synthèse normale de la cystéine, hein, et la cystéine, je vous rappelle, 2 cystéines font une cystine, et il va favoriser ensuite l'incorporation de la cystine formée dans les zones de formation de la kératine. Voilà, donc cystine et pyridoxine, un excellent duo. Et pour terminer cette partie cheveux et ongles, je veux parler de la levure de bière, donc qui est utilisée dans l'étape de fermentation pour la fabrication de la bière. Donc cette levure de bière, eh bien, c'est une levure au départ, Saccharomyces cerevisiae, et qui va fabriquer tout un ensemble d'éléments, et on va retrouver dans son environnement des vitamines, vitamine B1, B2, B3, B5, B6, B8, B9, et des acides aminés, dont la cystine et la méthionine. Donc, vous voyez déjà des éléments dont on vient de parler. De plus, c'est une levure, et maintenant, on peut avancer que cette levure va avoir un rôle de probiotique. Donc, souvent, les levures sont intéressantes pour assurer la trophicité de la muqueuse intestinale et donc vont être un élément bénéfique pour le microbiote intestinal. Donc vous voyez cette levure avec ses vitamines, ses acides aminés et puis déjà ce fait d'être un probiotique qui va donc permettre une meilleure assimilation des nutriments, et bien là on a un produit très intéressant. Alors encore plus intéressant, celle quand elle est revivifiable, c'est-à-dire qu'elle a été cultivée avec dans des températures très contrôlées, et donc quand elle va se retrouver en présence d'eau, elle va retrouver au maximum de ses capacités. Quelques précautions à prendre, on a vu que c'est un agent intéressant au niveau du microbiote, donc attention, maladie inflammatoire chronique de l'intestin, maladie auto-immune aussi, et puis prise de certains médicaments, les IMAO en l'occurrence. Alors donc si les ongles et les cheveux, c'est relativement simple, géographiquement sur le corps, c'est très limité, leur composition est aussi très simple, eh bien la peau, c'est un petit peu plus compliqué. Alors la peau, c'est déjà un organe, hein. C'est vrai que c'est un organe particulier parce que c'est vraiment l'interface entre notre organisme et le milieu extérieur. Cette peau, cet organe particulier, en plus, un grand révélateur, hein. Donc, va être révélateur de certaines pathologies, hein. On a de l'acné, on voit, on a une dermatite atopique, du psoriasis, ça se voit au niveau de la peau. Ces pathologies qui aussi sont aussi le signe d'une perturbation plus interne de notre organisme, et ça nous fait un lien pour aller parler de ce déséquilibre du microbiote intestinal, hein. Ça va souvent être aussi lié à ces pathologies, donc qui vont être révélées au niveau de la peau. Et donc, nous allons reparler tout de suite après de cet axe intestin-peau. La peau, c'est aussi le révélateur des agressions par des facteurs exogènes. Le tabac. Il est certain qu'une peau d'une personne qui a fumé plusieurs décennies, elle ne sera pas dans le même état que cette même personne qui n'aura pas fumé du tout, hein. Avec le tabac sur la peau fait des dégâts. Une mauvaise alimentation, c'est pareil, des carences en vitamines, en minéraux, en acides gras, la peau aussi va en subir les conséquences. Et puis le soleil, hein, les rides, on sait bien que c'est lié directement aussi en partie à une exposition non contrôlée. Et puis la peau, c'est aussi révélateur de la vie tout simplement et de son cortège de désagréments. Donc le stress, le manque de sommeil, ça se voit sur le visage, mais aussi si ça perdure, ça va se voir aussi, ça va induire des déséquilibres et la peau va aussi être touchée. Et puis quelque chose alors sur lequel on ne peut rien, personne, c'est le temps qui passe. Et oui, le temps qui passe, eh bien, c'est des carences qui s'accumulent, de moins bon métabolisme, et voilà aussi la peau, bien sûr, la peau va aussi être révélateur de l'âge. Mais on va rester avec la note positive, la vie, mais aussi s'il y a une bonne hygiène de vie, s'il y a une bonne alimentation, eh bien, ça va aussi se voir au niveau de la peau.
Alors, je reviens sur cette notion d'axe intestin-peau. Donc, certaines pathologies de la peau, eh bien, reflètent un état un peu moins bon du système digestif. Le psoriasis, je suis sûre que ça ne vous étonne pas. Psoriasis et dysbiose. La dysbiose, c'est perturbation des équilibres du microbiote, de la flore intestinale. Donc, le psoriasis, quand il y a psoriasis, il y a dysbiose au niveau du microbiote intestinal. Là où vous allez peut-être être plus étonné, c'est l'acné. L'acné, eh bien maintenant, on admet que lorsqu'il y a acné, il y a aussi dysbiose intestinale. Donc ça, c'est vrai, l'acné, on imaginait plus comme une pathologie de surface, entre guillemets, mais non, vous voyez, il y a un lien avec notre équilibre du microbiote intestinal. Et puis, on peut aussi parler, alors on parle de l'axe intestin-peau, mais on va réduire cette notion par les axes microbiote intestinal, microbiote cutané. Il y a une influence de ce microbiote intestinal sur le cutané. Alors, on ne va pas pouvoir décrire tout l'ensemble des choses qui se passent, parce que il y a beaucoup d'éléments différents, mais quelques petits exemples de cette influence. Un exemple, les bactéries intestinales, vous savez, qui vont fermenter des fibres alimentaires. Cette fermentation va être à l'origine d'acides gras à chaîne courte. Donc, comme acide gras à chaîne courte, vous avez le butyrate, vous avez le propionate, par exemple. Et donc, ces acides gras à chaîne courte, eh bien, vont pouvoir induire une tolérance immunitaire au niveau de la peau. Et un en particulier, le butyrate, eh bien, améliore la fonction de la barrière intestinale, de la barrière épithéliale, pardon, et diminue sa perméabilité. Voyez, et on peut constater que les personnes qui souffrent d'acné ont un taux plus bas dans le sang que les personnes non atteintes par l'acné, donc de ces acides gras à chaîne courte. Alors, pour parler donc de la peau, évidemment, c'est tellement complexe que l'on ne va avoir que quelques points précis et des choses très différentes comme l'acné, la peau sèche, le temps qui passe et puis U comme UV. Alors, A comme acné. Donc, l'acné, eh bien, c'est une maladie inflammatoire de la peau et plus précisément du follicule pilosébacé. Donc, il va y avoir une hypersécrétion de sébum et aussi une hyperkératinisation du canal excréteur des glandes sébacées. Bon, tout ça, au final, finalement, ça a quelles conséquences? Eh bien, c'est la prolifération d'une bactérie que l'on appelait avant Propionibacterium acnes et qui maintenant est devenue Cultibacterium acnes. Et donc, cette prolifération de cette bactérie va s'accompagner aussi d'un phénomène d'inflammation. Alors, maintenant, on peut un petit peu élargir le conseil finalement pour l'acné. L'acné, on a déjà parlé là précédemment de dysbiose, donc un travail peut être intéressant aussi de travail fait sur le microbiote intestinal. Et puis, l'alimentation, bon, on sait bien que vaguement que l'alimentation a un effet aussi, et il est certain que une alimentation qui est riche en aliments à index glycémique élevé va favoriser l'acné. Et en revanche, quelques semaines d'une alimentation un peu stricte, composée uniquement de fruits, de légumes, de poissons gras, eh bien, ça va améliorer cet acné. Alors, en complément, on a aussi des produits comme par exemple une plante, la bardane, Arctium lapa, c'est la famille des astéracées, la partie utilisée, la racine, et bien cette bardane, elle est reconnue comme ayant des propriétés, elle est détoxifiante cutanée, anti-inflammatoire, diurétique, donc est tout à fait adaptée à une utilisation pour un problème de peau. Quelques précautions d'emploi, on l'évitera si prise anticoagulant et j'ai aussi des prises antidiabétiques. Contre-indication, femme enceinte, femme allaitante. Un minéral, le zinc, oui, ça aussi, c'est quelque chose qui est très utilisé depuis très longtemps dans le milieu médical. On sait, le lien a été établi entre
carence en zinc et acné, et puis d'une façon générale, carence en zinc et lésions cutanées. Donc ce zinc, qui intervient dans de très nombreuses réactions enzymatiques, eh bien, voilà, est fort utile aussi pour ce problème d'acné. Et là aussi, les personnes qui souffrent d'acné auraient un taux sérique plus bas en zinc que les personnes n'en souffrant pas. On conseille, on conseille la consommation à jeun de ce minéral. Et puis, nous allons pouvoir aussi utiliser une huile essentielle, alors localement, d'une façon ponctuelle, le tea tree ou arbre à thé, mais là, le cas alternifolia. Et cette huile essentielle a comme propriété, elle est antibactérienne, anti-inflammatoire. C'est une huile essentielle facile à utiliser et qui donc est aussi très efficace pour ce problème d'acné, et nous verrons comment l'utiliser. S comme sèche, donc la peau sèche. La peau sèche, que l'on appelle aussi xérose. Alors, qu'est-ce qui se passe déjà? Alors, notre peau est recouverte d'un film hydrolipidique qui est déjà une première barrière, une protection vis-à-vis de l'extérieur. Et ce film hydrolipidique, c'est un mélange de substances lipidiques, le sébum, avec aussi des substances aqueuses. Donc, c'est vraiment un mélange. Ce film hydroprotecteur. Et donc, eh bien, déjà, comme cause de l'apparition d'une peau sèche, ça peut être ce film hydrolipidique qui est attaqué, qui est dégradé. Donc, il y a 1000 raisons de cette fragilisation de ce film hydrolipidique. Là, c'est une exposition prolongée au soleil, c'est l'utilisation d'une eau trop calcaire, c'est aussi une hygiène corporelle un peu trop excessive. Ça va être aussi une alimentation qui va être pauvre en acides gras, et puis aussi, là aussi le temps qui passe. Et chez la personne âgée, la peau, on sait qu'elle devient plus fine, plus fragile. Et bien, c'est parce que aussi les glandes sébacées, qui participent à la production du sébum, donc un des éléments de ce film hydrolipidique, et bien ces glandes, à partir de 60 ans, elles perdent 40% en activité. Donc, elles deviennent moins efficaces. Donc, il y a une protection qui se fait beaucoup moins bien. Alors, pour cette peau sèche, nous allons parler d'acides gras. On a évoqué, si dans l'alimentation, il y a une insuffisance d'apport d'acides gras, eh bien, ça favorise les phénomènes de sécheresse de la peau d'une façon générale. Donc, les acides gras polyinsaturés, en particulier les oméga 6, et donc, en particulier, c'est l'acide gamma-linolénique que l'on va retrouver en quantité très importante dans l'huile d'onagre, on en trouve 7 à 14%, et que l'on va retrouver en quantité encore plus importante dans l'huile de bourrache, 17 à 27%, ce qui est une concentration exceptionnelle dans le végétal. Aussi, petit rappel, l'huile d'onagre a été très utilisée, très à la mode il y a plusieurs décennies pour le syndrome prémenstruel. Elle est encore utilisée, peut-être d'une façon moins importante, mais il y a aussi cette indication particulière pour l'huile d'onagre. Alors vous allez me dire, je vous parle d'oméga 6, alors que il semble on entend parler beaucoup d'une consommation excessive d'oméga 6 par rapport aux oméga 3. Alors on va faire un petit point. Les oméga 6 comme les oméga 3, eh bien, ce sont des familles de molécules. Donc dans les oméga 6, il y a des molécules type acide arachidonique, dont vous avez certainement entendu parler, qui est un acide gras dont le corps a besoin, ça c'est absolu, mais en revanche, un apport excessif de cet acide arachidonique, là, devient délétère et va être à l'origine de molécules inflammatoires que l'on appelle les prostaglandines G2, donc pro-inflammatoires. Mais bon, tous les représentants de cette famille des oméga 6 ne
n'ont pas ce côté délétère. Et là, donc, je reprends ce composant qu'on le retrouve, cette molécule qu'on retrouve dans l'onagre et dans l'huile d'onagre et l'huile de bourrache, c'est l'acide gamma-linolénique, le GLA, qui va se transformer en une substance, une molécule encore plus intéressante, l'acide dihomo-gamma-linolénique, le DGLA. Et ce DGLA, lui, va amener à la biosynthèse de prostaglandines, cette fois-ci anti-inflammatoire, les PGA. Donc cet acide dihomo-gamma-linolénique va pouvoir donc lutter contre ce phénomène d'inflammation par l'apport de molécules anti-inflammatoires. T, comme le temps qui passe. Et oui, nous avons tous un capital, donc nous avons des réserves, hein, et avec le temps, eh bien, ces réserves, que ce soit les vitamines, les minéraux, autres substances, eh bien, ça se menuise, c'est comme ça. Même avec une bonne alimentation, eh bien, c'est compliqué de tenir toujours à niveau tous les éléments qui doivent assurer nos métabolismes. Et donc, on peut citer l'acide hyaluronique que l'on fabrique, hein, donc naturellement, que notre organisme fabrique. Donc, c'est un polysaccharide, hein, de longue chaîne d'ose. Donc, c'est une molécule de nature pas une molécule, hein, une substance de nature glucidique. Et donc, cet acide hyaluronique eh bien, est présent au sein des tissus conjonctifs, épithéliaux et nerveux. Et en fait, il a une propriété physique, il a une forte viscosité. Et donc, ça va être, cette forte viscosité va pouvoir assurer l'hydratation et l'élasticité des tissus, une certaine souplesse donc, de nos tissus. Et oui, et la synthèse, malheureusement, diminue progressivement avec l'avancée en âge. Le collagène, le collagène, ça cette fois-ci, c'est une protéine fibreuse, hein, rappel, protéine fibreuse, non filament, donc de protéines de structure. Donc il est produit aussi naturellement au sein des tissus conjonctifs et il entre dans la composition de la peau, des os, du cartilage, des muscles, des tendons, des ligaments, des parois, des vaisseaux sanguins. Et on en trouve un peu partout dans notre organisme, ce collagène. Et donc cette protéine va conférer la résistance aux tissus et va assurer leur cohésion. Et là aussi, ça diminue avec le temps. Un autre aspect donc de ce chapitre sur la peau, c'est U comme UV. Eh bien, on sait bien hein, que soleil et peau, un peu, c'est très bien. Bah oui, ça va nous aider à fabriquer notre vitamine D, mais un peu trop, hein, non, c'est pas bon. Hein. C'est déjà pas bon pour la peau, ça a le vieillissement assuré de la peau, et sans parler, bien sûr, des problèmes plus graves qu'une exposition prolongée au soleil peut entraîner. Alors pour cette partie, je vais vous parler de molécules particulières, les caroténoïdes. On retiendra de ces caroténoïdes une propriété particulière par rapport à cette exposition solaire. Je vais vous parler de 3 caroténoïdes, le lycopène, le bêta-carotène et la lutéine. Alors c'est d'une façon générale, ces caroténoïdes, vous voyez ici le lycopène, donc un exemple de cette structure moléculaire, ce sont de grandes molécules, ce sont des tétraterpènes, elles sont formées par l'association de 40 atomes de carbone. Vous les voyez, on ne va pas les compter, il y en a 40. Et donc cette molécule a comme particularité d'avoir une succession de simples liaisons et de doubles liaisons que vous pouvez remarquer sur cette image. Et cette structure particulière eh bien, confère au lycopène une propriété très c'est un antioxydant très efficace. Alors le lycopène, c'est un pigment de couleur rouge hein, qu'on retrouve dans la tomate, qu'on va retrouver dans le poivron, et qui aussi, s'il y a consommation, va se retrouver
présents dans le corps humain, on en retrouve dans le foie, dans la prostate, et ce lycopène eh bien, a cette propriété très intéressante pour notre organisme, ce côté antioxydant qui permet une lutte contre les radicaux libres. Une autre propriété, c'est une molécule liposoluble. Un autre caroténoïde, c'est le bêta-carotène. Donc le bêta-carotène, vous voyez, on a même type de structure, 40 atomes de carbone. La différence avec le précédent, c'est qu'on a 2 cycles, chaque extrémité. Et donc ce bêta-carotène, c'est aussi un pigment donc de couleur jaune-orangé qui peut être présent aussi, mesuré dans le sang, comme s'il y a consommation suffisante. Et c'est particulier ce bêta-carotène parce qu'en fait c'est une provitamine A, donc c'est un précurseur de la vitamine A. L'avantage c'est qu'il n'y a pas de surdosage en vitamine A quand on prend le bêta-carotène parce qu'en fait ça n'est que la provitamine A qui va libérer au fur et à mesure des besoins de la vitamine A. Donc ce bêta-carotène eh bien, a comme intérêt le maintien d'une acuité visuelle intérêt optimale et puis aussi un rôle sur l'immunité. Donc c'est aussi du fait, comme le précédent, de sa structure moléculaire particulière, un antioxydant très efficace. Alors il y a eu une polémique il y a quelques années, bêta-carotène et personnes qui fument, les fumeurs. Donc, ça a été des études qui ont été faites avec, dans des conditions particulières, avec un bêta-carotène d'origine synthétique, avec très dosé, et on a pu constater ça favorisait l'apparition de cancer du poumon, donc chez le fumeur. Voilà. Bon. Donc, je rappelle, c'est avec des doses très importantes. Quelle en est la raison? Eh bien, ce bêta-carotène pourrait activer une molécule qui se trouve dans le tabac, dans la fumée, qui est pro-cancérogène et pourrait la stimuler, en faire une molécule cancérogène. C'est l'explication de ce côté délétère du bêta-carotène. Il pose problème donc chez les fumeurs, donc par précaution, eh bien, on va le contre-indiquer chez les fumeurs. Mais en revanche, chez des gens non fumeurs, il est plutôt protecteur. Donc ce bêta-carotène, très antioxydant, protecteur reconnu vis-à-vis de certains UV, et aussi il favorise le bronzage. Notre troisième caroténoïde, la lutéine. Donc la lutéine, les deux premiers sont des carotènes. La lutéine, c'est un xanthophile, c'est une même structure. La différence, c'est que vous avez à chaque extrémité des radical hydroxyle, OH. Donc cette lutéine, eh bien, c'est un pigment jaune présent dans le corps humain, au niveau de l'œil, très intéressante aussi pour la protection. Et donc cette lutéine liposoluble, un petit peu plus un peu moins hydrophobe que les deux précédentes du fait des hydroxydes, mais qui reste quand même liposoluble, est aussi puissamment antioxydante. Et pour cette protection de la peau par rapport aux UV, citons aussi une vitamine et deux minéraux, la vitamine E et le cuivre et le sélénium, tous les trois antioxydants. Donc finalement, on retient pour cette protection par rapport aux UV, c'est l'exposition au soleil trop intense qui va fabriquer finalement beaucoup de radicaux libres qui vont être très délétères. Et bien, en fait, vous voyez, on protège en apportant des éléments qui sont très antioxydants. On a parlé de nos caroténoïdes, particulièrement antioxydants, et de vitamines et de minéraux qui le sont également. Eh bien, écoutez, je vous remercie de votre attention. Je vous souhaite une bonne après-midi, bonne reprise si vous êtes au comptoir. Et puis, à très bientôt!